Bienvenue dans le Grand Soir. Si vous nous rejoignez, le débat politique a déjà commencé, même avant la publicité. Bienvenue à nos invités, accueillons-les. Sylvain Maillard, bonsoir. Bonsoir. Député de Paris, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Julien Audoul, bonsoir. Bonsoir. Président du groupe RN au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Bonsoir. Ancienne ministre, sénatrice, gauche républicaine et socialiste de Paris. Et Philippe Vigier, bonsoir. Bonsoir. Député Liberté et Territoire d'Eure-et-Loire et coprésident du groupe Liberté et Territoire. Commençons par l'ordonnance de Dany. Bonsoir Dany. C'était le baptême du feu aujourd'hui pour le nouveau ministre de la Justice, première fois dans l'arène politique, et on a senti un Éric Dupond-Moretti moins à l'aise que dans un tribunal, chahuté par des députés. On sait que le président Dany a joué la carte de la transgression en le nommant garde des Sceaux. À la fin, ce sera qui tout double ? C'est qui tout double, effectivement. Maintenant que Dupond-Moretti, qui a plutôt, disons, l'habitude des tribunaux, où quand il parle, personne ne parle, personne lui dit non, c'est pas ça. Oui, un Parlement, c'est spécial, car surtout les questions au gouvernement, chacun veut se montrer, il faut pas avoir au moins son nom dans la dépêche de l'AFP, peut-être qu'à la télévision, on verra une personne. Donc, c'est un climat spécial. Mais le problème pour Dupond-Moretti, c'est très facile. D'ailleurs, je l'ai dit il y a 2 jours déjà. Où il veut se transcender, c'est-à-dire dire oui, j'étais avocat, oui, j'avais défendu certaines positions, mais maintenant, j'ai mis une cravate, un costume, et vous voyez, maintenant, je prends le costume de ministre. Et s'il y arrive, il peut surprendre. Il peut surprendre. Et s'il garde ses nerfs, s'il ne s'énerve pas, eh bien, je crois que Dupond-Moretti, par exemple, prenons l'exemple, il dit il veut rendre le parquet indépendant. S'il fait cette réforme, toute la gauche va applaudir. Parce que depuis 10 ans, la gauche le dit, mais elle n'a pas osé le faire. Donc, il y a, comme ça, si vous voulez, une logique de réforme de la justice qui peut, d'après moi, profiter à quelqu'un comme Dupond-Moretti si, et je me répète, il est capable de se transcender. Il n'est plus l'avocat Dupond-Moretti, il est le ministre Dupond-Moretti, ministre de la Justice, responsable de tout. Et donc, on va voir. Moi, je dis pas il va réussir, je dis pas il va... Je dis, dans ces conditions, dans la vie politique aujourd'hui, il faut donner du temps au temps. Il faut savoir attendre et voir. Et quand on peut critiquer peut-être ce qu'il a dit, personne ne le critique. Mais voilà, donc après, on verra comment les choses arrivent. Oui, donner du temps au temps, il n'a que 600 jours. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va marcher ? Je vous rappelle que les personnalités issues de la société civile, ça ne marche pas toujours bien. Nicolas Hulot, à l'écologie, ça aura duré 1 an et 3 mois. Oui, 1 an et 3 mois, c'est plus que 600 jours. Non, c'est moins du temps en plateau. Ceux qui savent faire les calculs. Des plateaux pour discuter toujours. Quand je dis donner du temps au temps, voyons quelles seront les premières propositions de Dupond-Moretti. C'est pas parce qu'il se déplace dans un tribunal, c'est pas parce qu'il est une demi-heure à l'Assemblée nationale qu'on sait déjà ce que ça va donner. Moi, c'est cette maladie-là. Donner autant, c'est d'attendre 1 semaine, 2 semaines. C'est-à-dire, il va faire des propositions. On va voir comment il s'y prend. Mais tant qu'on n'a pas vu, moi je me dis, eh bien, ceux qui croient qu'il n'y arrivera pas, peut-être ils sont déçus ou peut-être qu'ils ne seront pas déçus. Mais en tout cas, moi je lui donne une chance. Je crois qu'il a la capacité intellectuelle et morale de trouver des réformes de la justice qui sont nécessaires. Oui, jugez-moi sur mes actes. C'est ce que demande Éric Dupond-Moretti. Merci Dany pour votre ordonnance. Dupond-Moretti dans la fosse au lion face à des députés qui n'avaient pas envie de lui faire de cadeaux. Ça a donné ça. Regardez. Oui, mais ça, Quand on est avocat pénaliste libre, on n'a pas la même parole que quand on représente l'État. Ça n'échappe à personne. C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit que je n'accepterai pas cette tâche. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années. On va mettre un terme définitif. Non, je vous en prie, c'est déjà compliqué pour moi, c'est une première, mais... S'il vous plaît. Mais laissez-moi... Monsieur le député, j'ai un sens aigu du contradictoire.
et du respect de la parole de l'autre, j'aimerais que vous me laissiez au moins m'exprimer. On ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait quand je l'aurai fait. Et pardonnez-moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on est au Café du Commerce, on ne s'exprime pas comme quand on est avocat. Quand on est avocat, on ne s'exprime pas comme quand on est ministre. Ça, c'est pour la forme. Moi, au Café du Commerce, je ne porte pas de cravate. À l'Assemblée, j'en mets une. Voilà. Alors, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Est-ce qu'on décompte les interruptions? Non, on ne décompte pas. Ah, ben voilà. On souffre en silence. On souffre en silence, lui dit Richard Ferrand, qui sait de quoi il parle. En coulisses. Première prise de parole un peu compliquée, Sylvain Maillard. On l'a senti un peu agacé, mais c'est le jeu. On a envie de lui dire bienvenue en politique. Est-ce qu'il s'est fait bisuter, selon vous? Écoutez, c'est extrêmement difficile pour n'importe quel député, ministre. Les premières prises de parole à l'Assemblée sont extrêmement difficiles. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a toujours du bruit de fond. Il y a toujours du bruit de fond et qu'évidemment, dès qu'un orateur est un peu en difficulté ou semble donner une faille, évidemment, tout le monde, ou l'opposition, ou la majorité, si c'est un opposant, va le bousculer. C'est ce qui s'est passé avec Éric Dupond-Moretti. Moi, je voudrais juste avoir sur le fond. C'est très bien ce qu'a dit Daniel Cohn-Bendit, j'ai rien à rajouter dessus. Dire aussi, il y a eu un moment très fort à l'Assemblée, ce qui est assez rare, quand Éric Dupond-Moretti a commencé à parler, il y a eu un silence absolu, ce qui est très expérience rare. Et où ce sont des paroles à un moment qui sont extrêmement attendues. Et il a juste fait une petite erreur qui nous arrive tous, c'est qu'à un moment, il a commencé à dialoguer avec quelqu'un qui l'interrompait, ce qu'il ne faut jamais faire. Il faut rester dans sa discussion, dans ce que l'on est en train de dire, et d'essayer justement de ne pas rebondir dessus, sinon on perd le fil. Voilà. C'est quelqu'un qui est talentueux, qui a une vraie expérience, qui a une vraie autorité, et on l'a senti tout de suite. Il y a beaucoup de choses à faire dans la justice pour l'améliorer. On compte sur lui. Et évidemment, il souhaite être jugé sur les faits. Et il a raison. Et nous le jugerons, les Français le jugeront sur les faits. Et nous, la majorité, nous serons à ses côtés. Julien Audoul, quel regard vous portez sur ce premier jour d'Éric Dupond-Moretti en tant que ministre de la Justice? Nous avons bien vu que passer du statut de maître au statut de ministre, ça nécessite une certaine adaptation et ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile parce que Éric Dupond-Moretti, les Français le connaissent son caractère, son tempérament, ont bien vu qu'il avait le sentiment d'être tout-puissant, quelquefois d'être extrêmement méprisant. On l'a vu dans certaines prises de parole, dans certains avec un rapport avec les médias assez compliqué. Là, c'est lui qui va être jugé. C'est lui qui va être jugé par ses pairs, c'est lui qui va être jugé par les parlementaires, c'est lui qui va être jugé par les Français. Et là, il descend dans une arène qu'il ne connaît pas. Et c'est vrai que moi, je trouve ça un petit peu savoureux quand même, de le voir confronter à un exercice qu'il ne maîtrise pas. Voilà, qu'il ne maîtrise pas et de devoir un peu ravaler de sa superbe. Parce que c'est vrai que... Un peu savoureux, vous délectez les difficultés du nouveau ministre. Non, des difficultés, voilà. Enfin, c'est pas des mines de charbon non plus. Hein. Voilà, c'est une prise de parole qui est un peu compliquée. C'est sa première, il y en aura d'autres. Mais il va falloir qu'il se fasse à l'exercice. Et surtout, c'est lui qui va être jugé. C'est lui qui va être jugé, c'est peut-être ce qui va lui poser le plus de problèmes. Et très sincèrement, moi je considère qu'il nous a dit qu'on allait le juger sur ce qu'il allait faire. Voilà. On va être très attentif parce que tout ce qu'il a dit avant, et peut-être qu'on va y revenir, inquiète sur son action au ministère de la Justice. Marie-Noëlle Lienemann. Moi, j'ai trouvé que les députés et les sénateurs, parce qu'on est à peu près le même genre de truc au Sénat, sont pas très, comment dire... oui, c'était un bizutage. Je ne trouve pas ça à la hauteur de notre mission. C'est pas le drame du siècle non plus. Mais quelque part, il voulait qu'il échoue. Il voulait qu'il montre qu'il n'était pas le brillant avocat. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il soit un brillant avocat? Tant mieux. Maintenant, il faut qu'il soit un brillant garde des Sceaux. Peut-être qu'il fait peur et qu'on a voulu le déstabiliser pour son premier jour. Mais justement, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Moi, je considère qu'il n'a pas les codes habituels du monde politique,
croyez-moi, il n'y a pas besoin non plus de 3 ans pour se mettre au courant. Le b.a.-ba des questions, moi j'ai été moi-même confrontée à ça. Au début, les questions d'actualité, je voulais répondre aux collègues députés qui contestaient. Et en plus, comme j'aime bien la confrontation aussi, mais à ne jamais faire. On peut le faire dans un débat d'amendement pendant un budget, mais on ne peut pas le faire à une question d'actualité. Il faut rester dans son rail. Croyez-moi, il va avoir vite compris. En revanche, je trouve qu'il a quand même déjà dit des choses, en tout cas au Sénat, qui méritent notre intérêt. Alors, qui ne sont pas des choses si faciles à faire. Effectivement, il n'aura pas beaucoup de temps. Il va sans doute falloir qu'il série un petit peu les priorités. Et puis, il dépend quand même beaucoup de ce que le président de la République et le Premier ministre vont dégager comme moyens pour la justice. Parce que on va en parler des moyens, puisque justement Jean Castex s'il n'a pas de grain à moudre aujourd'hui dans le système, là, il ne sera pas crédible. Avant de vous entendre, Philippe Vigier, puisqu'on parlait du Sénat, je voudrais vous montrer une autre séquence où le maître des lieux, Gérard Larcher, s'est montré un peu souple sur le respect des règles pour le premier jour du nouveau garde des Sceaux. Monsieur le garde des Sceaux, faudra un tout petit peu achever. Vous êtes pris par le temps. Vous bénéficiez de... Allez, c'est parce que c'est la première fois. Allez-y. Encore une minute. Accordez-moi le bénéfice de l'inexpérience. Coucou. Voilà, on peut lui accorder le bénéfice de l'inexpérience. Mais du temps, il n'en aura pas. Hein. Moins de 2 ans pour réformer la justice. Est-ce que ça va suffire, Philippe Vigier? Bon, peut-être déjà un mot. Allez-y. D'abord, c'était un micro-bizutage, pardonnez-moi. Simplement, il a eu l'habitude, dans les prétoires, dès qu'il démarrait sa plaidoirie, que tout le monde l'écoute, jamais interrompu. Donc là, évidemment, l'arène de l'Assemblée ou du Sénat, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, la règle des 2 minutes, elle est très difficile. Marie-Noëlle Neumann a été ministre, elle sait ce que c'est que répondre aux questions des députés. Donc, voilà. Moi, je trouve que ça en est plutôt bien sorti. D'ailleurs, beaucoup de réparties. Il a su rebondir et surtout, il a tracé 2-3 chantiers. Alors, ce que j'attends d'Éric Dupond-Moretti, c'est quoi? C'est qu'il ait du poids politique. Je dis bien du poids politique pour obtenir des arbitrages. Parmi les arbitrages financiers, parce qu'on sait que la justice est à la traîne en matière budgétaire, et qui obtiennent aussi les arbitrages pour l'inscription des textes dans le calendrier parlementaire, parce qu'il reste 600 jours. Quand il parle, par exemple, de l'indépendance du parquet, écoutez, moi je rappelle, c'est Jacques Chirac, vous savez, qui voulait faire ça à une époque. Et souvent, on peut dire la gauche, très largement, a toujours été favorable à ça. Eh bien, s'il ose, et s'il y va, lorsqu'il parle de la réforme de l'ordonnance de 45, ça, ce sont des vrais chantiers qui sont devant nous. Eh bien, on va voir si ou non il obtient ces arbitrages politiques. On verra, on va juger sur pièce. Vous voyez, on se comporter en juriste de notre côté, mais laissons-lui au moins les bénéfices du doute. Mais peut-être une chose, il a quand même des grands talents d'acteur, il sait prendre une salle, parce que c'est ce qu'il faut savoir faire. Je pense qu'il va vite trouver le chemin. Ce soir, le chef du gouvernement a choisi d'accompagner son garde des Sceaux au tribunal de Bobigny, qui est le 2e palais de justice de France, qui manque cruellement d'effectifs. Les délais d'attente s'allongent et c'est un symbole des moyens dérisoires de la justice française. Et Jean Castex a promis d'y remédier. La volonté de mon gouvernement est d'accélérer les moyens attribués à la justice. Il existe une loi de programmation votée par l'actuelle majorité et je vous annonce qu'à compter de 2021, nous allons en accélérer la réalisation. Sylvain Maillard, on sait que la justice, c'est l'un des services publics les plus mal aimés. L'ampleur de la tâche, elle est immense. Est-ce que vous aurez les moyens de tenir vos promesses ? L'un des plus mal aimés, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je crois que les Français veulent avoir une justice compétente, une justice plus rapide. Surtout, c'est ce qu'on entend, une justice plus rapide. Parce qu'ils la critiquent, justement. Bien sûr, mais ils ont raison. Elle est beaucoup, évidemment, trop lente. Moi, je note juste que Nicole Belloubet avait déjà gagné des arbitrages. J'entends ce qu'a dit tout à l'heure Philippe Vigier, gagner des arbitrages pour avoir plus de budget, parce qu'on a besoin d'investir beaucoup plus dans la justice. Il va falloir qu'on accélère. Moi, je salue ce que vient de dire Jean Castex. Oui, il faut qu'on accélère. D'ailleurs, sur plusieurs points, on parle ce soir de la justice, mais sur d'autres investissements, il va falloir que nous allions plus vite, parce que les Français le demandent et ils ont raison. Il nous faut retrouver une justice qui soit plus sereine. On le voit d'ailleurs dans l'actualité, combien de fois on le commente ici. Des décisions de justice qui interviennent
5 ans, 6 ans, 10 ans après. Ce n'est pas acceptable. Et plus le temps avance, plus la vitesse, y compris dans le monde politique ou le monde médiatique, fait que nous avons besoin d'une justice, non seulement qui est sereine, mais à côté de ça, qui rende des jugements définitifs beaucoup plus rapidement. Julien Audoul. Moi, ce que je retiens, plutôt que le déplacement à Bobigny, c'est le premier déplacement d'Éric Dupond-Moretti, qui pour moi est très lourd de sens. Et je le trouve assez dramatique. Aller à la prison de Fresnes, se faire acclamer par les pires criminels de notre pays, comme une rockstar. Il n'est pas allé pour ça. Non, mais il se fait acclamer. Et pourquoi il se fait acclamer par les criminels et les délinquants? Parce qu'il est le symbole du laxisme. Et un symbole de laxisme qui va être totalement débridé, puisque Éric Dupond-Moretti, dans sa philosophie, dans ce qu'il a pu dire dans ses déclarations, c'est quoi sa philosophie? C'est vider les prisons. C'est faire en sorte que les délinquants et les criminels sortent de prison. Et c'est le règne de l'impunité. Et très sincèrement, c'est tout ce que notre pays doit rejeter. Parce que quand on le voit, le règne de l'impunité... C'est un avocat, Julien Audoul. Non. Un avocat, il défend son client. Non, mais attendez, c'est la base de notre... Il y a un avocat, certes, qui était évidemment dans son rôle et qui a défendu des clients sulfureux. Et encore une fois, chaque justiciable doit être protégé et défendu. C'est la règle de notre état de droit. Mais il l'a fait avec un zèle, il l'a fait avec une certaine fascination. Attendez. Il l'a fait avec une certaine fascination pour un certain nombre, et notamment Abdelkader Mera. Il a eu des déclarations comme quoi... Il a eu des déclarations la comme commission d'enquête quoi parlementaire, il ne l'a rappelé fallait plus que la prison donc, ait ce rôle-là de protection pour la société. C'est extrêmement grave. Parce que ça mène à quoi tout ça? Quand les justiciables n'ont plus peur de la sanction, n'ont plus peur de la prison, ça mène à Bayonne. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention massacré à Bayonne? On ne peut pas continuer. Je suis allé à Fresnes. On a la chance quand on est parlementaire. Je crois que c'est une chance d'aller voir les prisons et les maisons d'arrêt. Tu vois les récidives. Extrêmement, c'est très dur. On n'est pas au niveau. Il faut l'accepter. On ne peut pas dire. Quand on fait rentrer quelqu'un, des familles de victimes, un prisonnier, il va ressortir. Et les criminels doivent plonger leur peine. Il faut qu'on puisse préparer la sortie. Et ce n'est pas essentiel. Les prisons étaient vidées par en même temps, s'il vous plaît. Mais oui. Marie-Noëlle Lienemann. Devant un sujet majeur. Et moi, j'ai confiance en Dupond-Moretti sur ce point. C'est-à-dire que nous avons besoin que les peines soient faites, qu'elles soient justes, proportionnées, que la victime... Il a été un des rares à parler de l'aide aux victimes. Quand je l'ai entendu, en tout cas au Sénat, parler de l'écoute... Non, attendez. Il a parlé c'est la première chose qu'il en a parlé. Oui, par ailleurs, il a parlé de trucs. Il y a un gros problème de récidive. Alors, on n'est pas naïf. Il y a des gens qui récidiveront. Mais il y a aussi des logiques qui font que ceux qui ne devraient pas récidiver finissent par le faire. Parce qu'on les relâche. Donc non, parce que la manière... Bien sûr que si. Mais non, parce que la manière... On va pas... Voilà. La question... Attendez, 30 secondes, je vais terminer. Vous faites un vol, on n'enferme pas les gens à vie. La question centrale, c'est que la peine soit juste, qu'elle soit faite, qu'elle soit réparatrice pour la victime, mais qu'elle soit aussi réparatrice pour le délinquant, pour qu'il ne récidive pas. Les agresseurs, les chauffeurs de bus sont tous des récidivistes. On voit à quoi ça mène. Justement, il ne faut pas qu'il y en ait. Et donc, il faut travailler au suivi de ces personnes. Et les prisons françaises, dans trop de cas, permettent que les gens se radicalisent, permettent que les gens se dégradent parce qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes et au lieu de se remettre les pieds à l'étrier pour apprendre... Quand vous pensez il le dit, je crois que c'est Dupond-Moretti qui le dit, quelqu'un qui rentre sans savoir lire et écrire en prison, fait plusieurs années de prison, il ne sait toujours pas lire et écrire à la fin. Mais je veux dire, comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec des choses comme ça? Alors, ça ne veut pas dire que l'enjeu de la justice ne soit que celui-là. Mais celui-là, il est important. Et qu'il ait été applaudi par des prisonniers, c'est aussi peut-être le sentiment qu'il considère que chaque personne est un être humain qui mérite d'être respecté. Par les familles de victimes. Mais ça, les deux ne sont pas incompatibles, monsieur. C'est pas la guerre entre les victimes et leurs agresseurs. Moi, j'ai été victime et je considère que ce n'est pas la vengeance sur mon agresseur qui m'aura rattrapé. C'est une sorte de protection de la société. Eh bien, on protège, oui, de manière adaptée. La deuxième chose que je veux dire... Et après, la parole à Philippe Vigier, qui bouffe. La deuxième chose que je veux dire sur Dupond-Moretti, c'est les moyens. Moi, j'aurais aimé que le Premier ministre, tout de suite, à Bobigny, alors qu'on va préparer un plan de relance, dise qu'on n'attend pas le budget de l'an prochain, mais qu'ils disent on a des jeunes qui vont sortir de l'école.
Il faut qu'on les forme vite. On ouvre des postes pour préparer des magistrats, pour faire des greffiers, pour tout de suite, dans le cadre de la relance, il y a des emplois publics qu'il faut offrir aux jeunes générations tout de suite. On n'a pas assez vite, selon vous. Philippe Vigier. Deux choses. Je ne peux pas laisser dire à Julien Audul qu'il ne parle pas aux familles des victimes. À la passation de pouvoir, j'ai bien regardé. Avec son prédécesseur, il a parlé des victimes. Je vais vous dire une chose. Moi, je visite très régulièrement les parlementaires. On peut y aller à tout moment. J'ai un centre de détention à Châteaudun. Je connais bien les personnels. Je vais voir également les détenus. Et on a une radicalisation, comme l'a dit Marie-Noëlle Lienemann à l'instant. La première chose qu'il faut vraiment dire, c'est qu'il faut des moyens. Non mais attendez, on ne va pas faire des polémiques stériles là-dessus. Il faut des moyens, accélérer le programme de construction des places de prison. On est en retard sur ce qui a été prévu. Deuxième chose, l'attractivité des carrières. Je vois les personnels sans arrêt. L'attractivité des carrières, ce n'est pas des mots. Il faut les aider. Troisièmement, les assistantes sociales, l'accompagnement de ceux qui, au bout de 5, 8, 10 ans, nous, on reçoit des gens qui sortent de Fresnes, justement. Et c'est bien qu'ils soient allés à Fresnes, c'est bien qu'ils soient allés à Bobigny. Il faut aller voir tous ces sites-là pour voir les conditions de travail des salariés, pour voir aussi que ce sont des êtres humains, même s'ils ont accompli les gestes les plus terribles. Je pense au chauffeur de bus de Bayonne. L'image de sa femme tout à l'heure, qui défilait dans les rues et qui avait des paroles d'apaisement. Ce qui a été fait est inacceptable. Ce gars qui a été tapé, c'est insupportable. Mais ne cristallisons pas la haine, de grâce. Donnons des moyens à la justice. Accélérons, comme l'a très bien dit Sylvain Maillard. C'est impossible d'avoir une insécurité juridique pendant 5, 8, 10 ans avec une épée de Damoclès sans arrêt au-dessus de la tête. Vraiment, on va voir. Moi, je jugerai aux actes. Et en matière carcérale, franchement, on a pris beaucoup de retard. Franchement, l'accompagnement n'est pas à la hauteur. Le programme de construction n'est pas celui qui avait été annoncé. Et pour toutes ces raisons-là, j'espère que les arbitrages du Premier ministre ont eu des paroles fortes. Oui. Je vais accélérer 2021. Je peux vous dire que dans le budget, on va regarder. Et on dira si oui ou non, parole tenue ou pas parole tenue. La pression est forte, Sylvain Maillard. Oui, et juste sur le débat sur Fresnes, moi j'y étais il y a quelques mois et entre autres j'ai passé du temps sur la formation professionnelle, l'apprentissage au sein de la prison, de la maison d'arrêt de Fresnes, qui est avec ses limites, mais avec la bonne volonté de ce qu'il faut faire. C'est indispensable. La prison, c'est pas uniquement mettre quelqu'un derrière des barreaux le plus sale possible pour l'humilier le plus possible. Il faut qu'on puisse donner un objectif à ces femmes et ces hommes qui sont qui vont revenir dans la société. Et si on ne veut pas qu'ils soient récidivistes, diminuer la chance qu'ils soient récidivistes, il faut leur donner aussi de la perspective. Ça n'empêche pas qu'il faut aussi évidemment penser aux victimes. La prison doit être non seulement réparatrice pour la personne, la victime, mais aussi pour le délinquant. C'est ça l'objectif. Ça ne doit pas être une humiliation. Sinon, c'est quoi? Ça ne marche pas. La question des peines, c'est de la respecter. Et veiller à ce que l'application des peines soit respectée, que ce ne soit pas une variable d'ajustement. Oui. Ça, c'est essentiel. Avant qu'il y ait de la récidive, il y a un signal qui est donné à la société et qui est donné aux délinquants potentiels ou aux criminels potentiels. C'est d'avoir peur de la justice française. Il faut qu'il y ait une crainte, il faut qu'il y ait un respect. Ce respect est lié à la crainte de la prison. Aujourd'hui, les délinquants et les criminels savent qu'ils n'iront jamais en prison. Les récidivistes de Bayonne qui ont massacré ce chauffeur de bus savaient, quand ils ont commis cet acte abominable, qu'ils n'allaient jamais aller en prison. C'est ça le problème. Et avec les déclarations pas en même temps. Pas en même temps. Vous n'êtes jamais allé encore. Bien sûr, vous aurez peur. Je vous assure pas en même temps, on ne s'entend pas. Le jour où vous serez parlementaire, ce que je vous souhaite, parce que vous verrez peut-être les choses différemment, vous irez passer un peu de temps dans les centres de détention, dans les maisons d'arrêt. J'ai visité la maison d'arrêt de Dijon. Non, mais vous avez vu une comme ça. Vous verrez comment ça se passe. Et moi, je veux dire, je ne suis pas du tout pour les blanchir, mais il faut leur apprendre à écrire, leur apprendre à les rudiments. Quelquefois, il y en a qui passent le bac en prison. Il y en a qui se radicalisent. Ceux-là, il faut les suivre. Bien sûr. Moi, je me souviens d'avoir défendu le fait que les maires, par exemple, connaissent ce qu'était fichier S pour éviter naturellement toute possibilité de récidive et bien le suivre. Mais pour autant, ceux qui sont dedans, il faut essayer de faire en sorte que la récidive ne soit pas au rendez-vous. On sait qu'il y a un taux d'échec considérable, mais on doit se donner tous les moyens. Vous savez, aux États-Unis, ils ont la thèse que comme la prison fait peur, il y a moins de violence. Et ben, c'est un des pays les plus violents. Donc, hélas,
Et si seulement, à la limite, que la peur du gendarme et la peur de la... Si seulement, ce serait tellement facile. Eh bien, ça n'est pas vrai, hélas. Une partie des gens ne sont même pas perméables à ça. Et c'est justement le rôle éducatif qu'on doit avoir dans la société et dans la prison, de reprendre le sens des choses, reprendre le sens de la gravité de ce qu'on fait, de la responsabilité, et prendre la mesure de cela. Mais la simple peur de la prison, comme jadis on nous le disait pour la peine de mort, ça n'a absolument pas réduit la violence et la délinquance. Hélas, d'une certaine façon, au moins on aurait une méthode. Venons-en à cette question. Sommes-nous trop laxistes? Je ne parle pas de justice, mais du combat contre le virus qui est toujours là, il n'a pas disparu. Et à la une du Libération de demain, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, appelle à la prudence. Je cite, « Les Français ont abandonné les gestes barrières alors que le risque d'une deuxième vague est bien présent. » Un risque pris très au sérieux par les autorités sanitaires. Dans le Figaro, Jérôme Salomon avertit, il faut se préparer à une deuxième vague épidémique. Une deuxième vague peut-être dès cet été, dit le professeur Éric Côme. Il redoute que l'épidémie ne reparte plus tôt que prévu en raison des retours de voyage à l'étranger, sans test de dépistage et d'un certain laisser-aller selon lui. Écoutons-le sur LCI. On est tous d'accord pour dire que c'est une crainte. On attendait la résurgence épidémique plutôt cet hiver, comme pour toute infection respiratoire, comme pour la grippe. Et on a un peu peur qu'elle vienne un peu plus tôt que prévu. On voit un relâchement des attitudes à la fois des personnes, mais à la fois de nos dirigeants. Dans mon service, on a été obligé de réouvrir une deuxième partie du service pour hospitaliser des Covid, parce que notre unité dédiée, elle était pleine, quoi. Vous voyez, et ça, j'avais pas vu ça depuis 2 mois, quoi. Alors, qu'en pense le professeur Bruno Megarbane? Accueillons notre grand témoin dans le Grand Soir. Bonsoir, Bruno Megarbane, chef de service réanimation médicale et toxicologie de l'hôpital Lariboisière. Bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur le plateau du Grand Soir. Avant de vous entendre, on va faire un point avec Nivine Potros, qui est à vos côtés. Chiffres à l'appui. Nivine, faisons un point sur la circulation du virus en France. Est-ce que l'épidémie repart ? Alors, on s'est intéressé à plusieurs indicateurs, à commencer par le nombre de décès. La Direction générale de la santé enregistre 32 nouveaux décès aujourd'hui, contre plus de 570 au plus fort de l'épidémie. Souvenez-vous, c'était au début du mois d'avril. Il suffit de regarder cette courbe pour se rendre compte qu'on a atteint un plateau sur 7 indicateurs. En tout cas, on ne distingue pas de rebond de l'épidémie. Mais souvenez-vous, Olivier Véran et Jérôme Salomon nous ont beaucoup dit qu'il fallait s'intéresser surtout au nombre de lits en réanimation. Deuxième indicateur que nous avons décidé de scruter, 18 nouvelles entrées aujourd'hui en réanimation. On a l'impression que la situation est sous contrôle. Le chiffre, il est quasiment stable depuis 3 semaines. Plus largement, quand on regarde le nombre de personnes hospitalisées, pas seulement en réanimation, eh bien là aussi c'est plutôt stable, voire en baisse, un peu plus de 7000 hospitalisations contre plus de 30 000 au plus fort de la crise. Dernier indicateur, le nombre de nouveaux cas détectés. On est aux alentours de 500 nouveaux cas par jour, 475, alors qu'on teste plus. Selon Santé publique France, il n'y a pas de signaux d'une reprise de l'épidémie, hormis en Guyane, évidemment. Depuis le début du déconfinement, 333 clusters ont été identifiés, 126 sont potentiellement actifs. Merci Nivine pour ce point. Professeur, doit-on redouter une deuxième vague en France et est-ce qu'elle peut arriver dès l'été ? Alors effectivement, le virus circule toujours en France, les chiffres en témoignent. Néanmoins, il circule à un niveau extrêmement bas. Donc il y a bien sûr plusieurs foyers épidémiques, des fameux clusters, qui sont identifiés, cernés. On suit de façon très précise, grâce au dépistage, les personnes contacts pour éviter que le virus se répande dans la communauté. Donc au jour d'aujourd'hui, tous les voyants à peu près sont au vert. Il y a peu de risques qu'une deuxième vague réapparaisse. Néanmoins, il faut être prudent. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, le virus est bien là. Et effectivement, il y a toujours des nouveaux cas qui consultent aux urgences et des nouveaux cas qui sont même admis en réanimation. Deuxièmement, dans le monde, l'épidémie n'est pas du tout terminée. D'ailleurs, elle n'a même pas atteint son pic.
on estime à peu près à 1 million de nouveaux cas de contamination par semaine dans le monde, notamment évidemment sur le continent américain. Et on a l'impression qu'il y a une certaine reprise dans l'hémisphère sud qui évidemment laisse craindre qu'avec l'arrivée du froid, avec le retour dans des lieux fermés, avec la reprise de l'activité professionnelle après les vacances, eh bien, le virus réapparaisse en France et circule de façon beaucoup plus rapide. Alors, donc oui, la situation est pour le moment rassurante. Néanmoins, il y a des signes d'alerte. Et effectivement, depuis une dizaine de jours, le signe le plus inquiétant est apparu avec la réouverture des frontières. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, les pays qui sont limitrophes, qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, notamment en Afrique du Nord, eh bien, ont une circulation du virus plus importante. Et donc, un certain nombre de personnes, des expatriés, des personnes nationaux, notamment algériens, mais qui habitent en France, sont rentrés et sont venus de régions où le niveau de circulation du virus est plus élevé. Et donc, ils ont réintroduit le virus. Et on a vu effectivement un certain nombre de personnes consultées aux urgences, notamment dans la région Île-de-France, et donc former des clusters plus difficiles à cerner, parce qu'évidemment, ils proviennent d'endroits différents, ils se mélangent à la population, et donc il y a un véritable risque. D'où l'appel de certains médecins à renforcer le contrôle au niveau des aéroports, parce qu'effectivement, l'idée est, si on veut limiter la diffusion du virus et la recirculation, il faudrait peut-être appliquer les mesures de détection avec le dépistage et l'isolement dès l'arrivée sur le territoire. Donc notamment dépister, alors soit dans l'aéroport, soit immédiatement après l'entrée sur le territoire, pour permettre on va dire, de suivre ces personnes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple, bien sûr. C'est ce qu'il faut faire, hein, si l'on vous écoute, et on écoute le professeur Héricault, mais là, je me tourne vers vous, Sylvain Maillard. Les contrôles ne sont pas assez stricts dans les aéroports. Il n'y a pas de suivi. Qu'est-ce que vous répondez ? Parce que ça, c'est un risque, on le comprend ce soir. Moi, j'entends ce qui est dit. Je ne suis pas médecin moi-même. Savoir aussi qu'on vient de réouvrir les frontières et que... je crois que ce risque, en tout cas, qui semble de bon, enfin, en tout cas, ce moyen de détection qui semble de bon sens dans les aéroports est en train d'être mis en place ou va être mis en place. Mais j'imagine pas un seul instant que ce ne soit pas le cas. Dans la mesure où nous avons décidé, sous l'autorité d'Olivier Véran, que les tests soient extrêmement ciblés et soient disponibles en masse. Ils sont disponibles en masse. Donc je ne peux pas imaginer, même si je n'ai pas la certitude ce soir, dans l'organisation, mais évidemment. Il a raison, il faudra détecter plus massivement dans les aéroports. J'aurais juste une question, puisque sur le test, est-ce qu'on est capable d'avoir tout de suite la réponse ? Ou combien de temps ça prend pour avoir la réponse ? Et évidemment, est-ce qu'il faudra à ce moment-là organiser, et ça c'est à nous, une sorte de mini-quarantaine pour ceux qui rentrent de zones qui seraient un peu plus suspectes, où il y aurait une circulation plus active ? Alors, avec la technologie actuelle des tests par RT-PCR, il n'est pas possible d'obtenir immédiatement le résultat. Il faut transférer les échantillons vers un laboratoire pour faire le test. Par contre, le résultat est relativement rapide dans les 3 à 5 heures suivant l'arrivée de l'échantillon dans le laboratoire. Mais probablement, il y a des technologies qui vont apparaître, notamment de détection salivaire, qui pourraient aller beaucoup plus rapidement. Mais leur validation n'est pas encore acquise. Philippe Vigier. 2 choses. Vous l'avez très bien dit, c'est d'abord les gestes barrières. On va commencer par le commencement. C'est là où il faut justement continuer cela. Les contaminations se font par les particules. Elles se font, on peut imaginer également que les particules de virus sont dans l'air. Et dans les espaces confinés, il peut y avoir naturellement cette contamination. Donc ça, vraiment, il faut le rappeler, parce que c'est la base de la base. Et la deuxième chose sur les tests, pour répondre précisément, parce que c'est un peu mon métier, en 6 heures, on sait faire les tests PCR, mais vous n'allez pas retenir les gens qui arrivent dans un aéroport pendant 6 heures. C'est un peu compliqué à organiser. Puis après, il y aura des tests un peu plus rapides, mais ça ne sera jamais moins de 3-4 heures. Donc là, il y a des problèmes de logistique, d'organisation à mettre en place. Mais peut-être un mot, il faut veiller, parce que vous avez vu dans les courbes que vous avez présentées tout à l'heure, moi je suis de ceux qui sont plutôt optimistes, je ne crois pas qu'une deuxième vague va arriver massivement. En revanche, les clusters, j'ai vu que dans le département de la Mayenne, demain, il y avait des tests massifs qui allaient être faits. Il faut vraiment, c'est à un endroit où il y a le moindre doute, c'est là où il faut vraiment identifier les gens, tester,
et bien sûr mettre en quarantaine tous ceux qui présentent les moindres risques. Et là, zéro risque, sinon, si on laisse faire cela, si on laisse diffuser le virus, et bien après, malheureusement, professeur, dans votre service, ça sera certainement un encombrement des urgences. Et sur ce point, professeur, les 6 clusters en Mayenne et les habitants qui sont invités à se faire dépister, pour la première fois, le seuil des 50 cas pour 100 000 habitants a été atteint. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Alors effectivement, dans certaines régions, le virus circule de façon un tout petit peu plus importante sur l'ensemble du territoire où le fameux R0 reste inférieur à 1. Et donc manifestement en Mayenne, un certain nombre de foyers sont apparus avec une circulation plus importante et on a atteint le seuil qui en Allemagne, de 50 pour 100 000 habitants, aurait imposé un confinement ciblé de la région. Donc effectivement, alors en France, on a une stratégie un peu différente. Elle n'est pas basée que sur ce seuil-là, mais également tient compte des capacités d'accueil des hôpitaux, du nombre de consultations en médecine de ville, du taux de pourcentage de positivité des tests PCR qui sont effectués. Mais c'est vrai qu'on est un peu plus limite. Et donc on ne peut pas exclure, évidemment, qu'il puisse y avoir des mesures de confinement ciblées dans ce type de région. Donc, le reconfinement, on ne pourra pas y échapper si l'épidémie repart un peu, sans parler de deuxième vague ? Alors, le but n'est pas de faire du confinement. Par contre, le but, c'est d'anticiper avec un certain nombre de mesures pour notamment protéger les personnes les plus vulnérables. Parce que le danger est là, en fait. À nouveau, il faut rappeler que pour la majorité des personnes, le virus ne constitue pas en soi une menace vitale. Néanmoins, un certain nombre de personnes que l'on sait maintenant mieux identifier, et notamment les personnes âgées, sont à fort risque de décès. Et donc, ceux-là doivent être protégés. Donc, effectivement, je pense que la première mesure à mettre en place dans une région où le virus circulerait de façon plus importante est de protéger les EHPAD et les personnes âgées. Ouais. Et bien sûr, pour l'ensemble de la population, renforcer les mesures barrières. Car on voit bien, il y a un relâchement sur ces mesures. Ah, bien justement, on va en parler des gestes barrières. Regardez ce qui s'est passé lors des passations de pouvoir. On ne peut pas dire que le gouvernement ait vraiment montré l'exemple. Ça se touche. Ça s'embrasse, pas de distanciation physique, pas de masque évidemment. Quand on prononce un discours, c'est compliqué d'en porter un. Et c'est passé partout. Qu'on soit au ministère de l'Agriculture, qu'on soit à la justice, qu'on soit à l'intérieur. Partout les mêmes scènes. Et à l'Assemblée, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a dû rappeler à l'ordre un député qui l'interpellait. Regardez. Messieurs les députés, je vous demanderai à minima de remettre votre masque quand vous criez. Pensez à votre groupe, ne criez pas un cluster dans l'Assemblée nationale. Montrez l'exemple, Monsieur le Président. Que vous inspirent ces images, professeur ? Bon, ce n'est pas ce que l'on doit conseiller. Donc effectivement, il faut faire attention, notamment lorsqu'on est rassemblé dans un lieu clos. Effectivement, ce sont les conditions les plus favorables à la circulation du virus. Maintenant, je dirais, je ne vais pas faire de critique, bien sûr, quand même, il faut être conscient qu'aujourd'hui, le virus circule à un niveau de façon très bas. Et donc, les risques sont quand même extrêmement faibles. Mais il faut prendre les habitudes, car lorsque ce virus va recirculer, là, il faut être prêt et surtout anticiper. Car malheureusement, une fois que les personnes vont être contaminées, une fois que les infections vont atteindre des sujets fragiles, là, le système de santé risque d'être débordé. Et à nouveau, les hôpitaux n'ont pas plus de moyens pour lutter contre l'infection que lors de la première vague. Nous avons le même nombre de lits, le même nombre de personnel, le même nombre de financements. Plus de respirateurs. Sylvain Maillard. Deux choses. D'abord, c'est des groupes sociaux constitués. Je reprends le terme exact. Ce sont les ministres qui se saluent. Non, mais dire une seule chose, tout simplement. On est aussi des femmes et des hommes. On a besoin, c'est notre vie, d'avoir aussi des contacts. Moi, je crois qu'il faut faire évidemment attention, mais nous restons des humains et heureusement, on ne va pas vivre pendant 3 ans à se regarder de loin, à se saluer. On n'est pas dans un moment de circulation rapide. Par contre, je crois que ce que nous avons appris, c'est justement cette distanciation, y compris sur ce plateau, de faire attention les uns les autres, et qu'au moment où si on doit rebasculer dans une seconde vague, ce que je n'espère pas, mais qui pourrait revenir, je crois que nous avons appris collectivement les gestes barrières et que nous pourrons reprendre malheureusement ce que nous avons vécu il y a quelques semaines. Mais je crois qu'on ne peut pas s'interdire de vivre. Il faut que nous reprenions notre vie quotidienne.
Et donc, moi, je salue... Enfin, c'est rigolo le reportage que vous faites, mais en même temps, heureusement que c'est la vie, c'est la vie. Il faut qu'on parle des retraites. Julien Audoul et ensuite Marie-Noëlle Lienemann. Oui, non, mais c'est la vie, c'est pas les Français qui sont en cause. Évidemment que les Français, à partir du moment où le déconfinement a été amorcé, ils reprennent petit à petit une vie normale. Mais je considère que le gouvernement est en train peut-être, et je n'espère pas, peut-être de gâcher les 8 semaines de confinement. Avec un déconfinement qui a été trop précipité, mal adapté. Non, mais je vous le dis, si. La question des frontières, la question des frontières est assez révélatrice. Pourquoi on n'a pas attendu la fin de l'été avant d'ouvrir les frontières? Pourquoi on ne demande pas un passeport sanitaire pour faire en sorte de contrôler les personnes qui viennent dans les aéroports français? Tout simplement, c'est des mesures de bon sens. Et excusez-moi, mais le gouvernement est incapable de faire respecter ses propres mesures sanitaires, ses propres lois, ses propres décrets. Quand vous avez des manifestations de plusieurs milliers de personnes, que ce soit des clandestins, que ce soit des militants racialistes, où le gouvernement est incapable de les interdire pour des raisons d'émotion, comment voulez-vous qu'après, le virus ne se propage pas? Non, mais c'est passé, mais en tout cas... Après, il nous reste un quart d'heure seulement pour les retraites. Et c'était, en tout cas, ça montrait la faiblesse du gouvernement qui est incapable de faire respecter ces règles de bon sens. On ne peut pas dire que le déconfinement... Non, mais moi, je trouve que ce n'est pas clair pour les Français. On a des discours contradictoires. On a, monsieur le professeur nous explique que ce que j'ai tendance à croire, c'est qu'on est un virus à bas bruit, qui circule peu, avec des clusters. Puis de l'autre côté, on a l'alarme, Libé, Salomon, machin, qui nous dit attention, la deuxième vague. Moi, je pense qu'il faut un discours rationnel. Il faut qu'on irrigue l'exigence des gestes barrières, parce que c'est vrai que spontanément, on a envie de s'en libérer. Mais en même temps, si on ne prend pas l'habitude, le jour où ça va arriver, etc. Donc moi, je crois qu'il y a quand même un risque de relâchement. D'abord, nous, les politiques et toutes les personnes en responsabilité, on doit donner l'exemple. Mais je pense que le gouvernement et les médias doivent travailler à bien rappeler ce qu'on doit faire, donner des informations, si possible, fiables et assez convergentes. On ne se serre plus les mains. Il faut qu'on avance. Il faut vraiment qu'on avance. Donc moi, j'ai tendance à m'en voudrais pas vous dans le débat. J'ai posé une question écrite au ministre pour savoir combien il y a de tests par jour ou par semaine. Ils ne savent pas. Et on ne sait toujours pas. On devait en avoir, je ne sais plus combien. L'objectif, 700 000 tests par semaine, on n'y est pas. Et donc, on doit tenir la parole. On dit 700 000, on en fait 700 000. Ou alors on dit on en fait 300 000. Mais il ne faut pas être dans le flou, il faut être dans les choses carrées. Comme nous sommes en pleine commission d'enquête parlementaire sur le Covid, le professeur disait tout à l'heure, si demain il y avait une deuxième vague, est-ce qu'il y a de nouveaux moyens? Non, ils ne sont pas là. Et M. Salomon, qui avait fait une très belle note au président de la République en 2016 pour expliquer qu'on n'était pas prêt pour une pandémie, il ferait mieux de savoir si ou non, demain, on n'est plus capable d'aider les services hospitaliers à accueillir d'éventuels patients. Donc ne faisons pas peur aux gens non plus. Pas de psychose, le confinement a duré suffisamment longtemps. On a vu comment à la sortie du confinement, les gens avaient tellement besoin de se retrouver. La première année, il a marché. Ça allait dans tous les sens. Puisque vous avez vu les cours. Et c'est pour ça que les Français ne s'y retrouvent pas, ne mettent plus le masque. Mais dans le nombre des patients qui sont sortis. C'est pas vrai. Non, dans les transports. Alors écoutez, il y a la discipline. Allez, vous irez dans les TER et vous verrez. Écoutez, en tout cas, dans le métro parisien, peut-être dans le 8e arrondissement, peut-être. S'il vous plaît, permettez-moi de remercier le professeur Bruno Megarban d'être venu, chef de service réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière. Venons-en à cet autre front pour le gouvernement. Comment faire passer une réforme dont quasiment plus personne ne veut entendre parler ? Une déclaration de guerre sociale. Voilà la réaction de la France insoumise au propos de Jean Castex, qui n'a pas l'intention de renoncer à la réforme des retraites. Refuser de parler des retraites lorsque, dès avant la crise, mais a fortiori avec la survenance de cette dernière, l'équilibre des comptes et donc la sauvegarde du système actuel se trouve compromise, serait irresponsable. Irresponsable. Et le chef du gouvernement veut accélérer. Il a déjà fixé un calendrier très serré. Il veut rencontrer les partenaires sociaux avant le 20 juillet, après les avoir reçus séparément demain et vendredi, afin d'arrêter une méthode et un calendrier dont les syndicats ne veulent pas entendre parler. On va lui dire tous et toutes non. Ça n'est pas le moment. On ne veut pas que ce dossier revienne à l'actualité. Voilà, on va lui dire ça. Donc on verra ensuite.
Le dossier retraite, qui est un dossier qui est clivant, tout le monde le sait, qui va remettre du monde dans la rue. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin ou plutôt d'avancer sur le social ? On a d'autres problèmes à traiter. On a d'autres problèmes à traiter aujourd'hui, notamment sur la question de l'emploi, sur la question des restructurations, des difficultés d'entreprise, sur la question de l'augmentation de la paupérisation des travailleurs, de l'augmentation de la pauvreté dans notre pays, pour se refoutre sur la gueule sur la question des retraites. Et qu'en pense Thibault Langsade? Bonsoir, PDG du groupe Jouve, ancien vice-président du MEDEF. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Est-ce que pour vous, ça a du sens de remettre ce chantier sur la table si le dialogue est impossible ? J'ai envie de dire que c'est un chantier qui est important et c'est la mère des batailles. Nous allons perdre plus de 30 milliards cette année au titre de l'année 2020. Nous allons accroître les déficits, on va dire, des caisses de retraite et il est urgent maintenant de trouver des solutions. Alors je pense que même ce que disent les syndicats, c'est que globalement le régime universel est acté. Maintenant, il faut, on va dire, le figer et probablement aller assez vite sur l'âge pivot parce que les deux réunis acteront en quelque sorte cette réforme extrêmement importante pour, on va dire, l'avenir. Après qu'il y ait une clause de revoyure d'ici 2023 pour caler les paramètres financiers, voilà, il y aura une discussion. On sait que globalement, on s'orientait sur ce schéma-là et il faut tenir ses engagements. Je crois que le président de la République n'a pas le choix. Les comptes sociaux n'ont pas le choix et c'est de la responsabilité collective. C'est un enjeu qui est clé, c'est un enjeu qui est clé pour les jeunes qui vont rentrer sur le monde du travail, qui est un enjeu qui est clé pour la société et il ne faut évidemment pas écarter ce sujet qui est une priorité importante pour, on va dire, l'ensemble des Français. Mais Thibault Langsade, vous nous parlez de l'âge pivot qui est un chiffon rouge pour les syndicats. Est-ce qu'on peut aller sur l'âge pivot quand il y a eu tellement de crispations, de manifestations ? La réforme, elle a vraiment contribué à fracturer le pays. Est-ce que les conditions sont réunies pour faire passer cette réforme ? Écoutez, je pense que les conditions sont tout de même réunies. Après ce que l'on vient de traverser, il y a un moment, il faut qu'on soit réaliste. On voit que les déficits publics vont s'accroître de façon, on va dire, vertigineuse, même avec ce qui s'est passé sur la crise Covid. Et il faut savoir prendre des réformes. Je dois quand même rappeler que les syndicats en 2014 avaient trouvé un point d'accord sur les régimes des retraites complémentaires, où globalement la retraite était déjà actée aux alentours de 63,2 ans. Donc je pense que d'un point de vue, on va dire, dans les mentalités, même si les syndicats s'offusquent, que les syndicats réformateurs doivent enclencher, acter, on va dire, cette situation qui est de remettre un âge pivot. Alors qu'on l'appelle pas âge pivot, que l'on trouve des terminologies qui soient différentes pour que chacun des acteurs puisse s'y retrouver, voilà, ça c'est de la politique. Néanmoins, il faut avancer et probablement, ce que je dis, sur les structures financières, c'est-à-dire le point, la valeur du point, eh bien, attendons de voir comment on sera sorti de cette crise pour l'acter. Mais actons le régime, on va dire, universel à point. Actons le fait que l'on doit travailler plus longtemps. C'est une évidence. Nous sommes le seul pays européen à travailler aussi peu. L'Allemagne, l'Espagne et l'Italie sont en train de le programmer d'ici 2024 et 2027. Il est raisonnable de le faire. Le régime qui avait été discuté avec les partenaires sociaux faisait tout de même apparaître, on va dire, certaines formes de spécificité en fonction des professions, en fonction, on va dire, de la pénibilité. Déplaçons le sujet aussi sur ce terrain-là pour faire en sorte qu'on puisse avancer et laisser, on va dire, à nos enfants, on va dire, un pays dans une situation qui est en train de se réformer. Et on ne peut pas balayer d'un revers de main, sous prétexte que l'on a eu une crise violente, on va dire, ce système de retraite qui, je vous le répète, va perdre 30 milliards d'euros cette année. Merci beaucoup Thibault Langsade et merci Alexis Tessier pour la réalisation de ce duplex. On entend Thibault Langsade qui nous dit que la réforme est indispensable. Pourquoi, Nivine ? Parce que le déficit des retraites ne cesse de se creuser. Près de 30 milliards d'euros en 2020. Oui, effectivement, c'est en tout cas la projection du corps du Conseil d'orientation des retraites. Le déficit pour 2020 devrait atteindre 30 milliards. Ça représente 1,5% du PIB. Et c'est surtout 7 fois plus que ce qu'avait envisagé le corps en novembre dernier, avant la crise du Covid. La réforme du financement, elle est donc devenue
indispensable. Alors quels sont les leviers pour récupérer ces sommes perdues? Eh bien, il y en a plusieurs. Pourquoi pas baisser le montant des pensions? Le gouvernement refuse. Autre possibilité, eh bien, augmenter les cotisations patronales et salariales. C'est ce que proposait la CFDT, mais là aussi, souvenez-vous, le gouvernement, il botte en touche. Hors de question d'augmenter le coût du travail. Autre possibilité, puiser dans les réserves. Pourquoi pas dans le fonds de réserve des retraites, mais cet argent, il n'est pas prévu pour ça. Le gouvernement ne veut pas piocher dans ces réserves. On a également parlé de l'âge pivot, mais vous l'avez dit, c'est un torchon rouge. Les syndicats refusent. Dernière possibilité pour revenir à l'équilibre, eh bien, le gouvernement pencherait désormais pour un allongement de la durée de cotisation. Actuellement, il faut travailler un trimestre de plus tous les 3 ans pour pouvoir partir à la retraite à taux plein. Le gouvernement voudrait aller plus vite avec, pourquoi pas, un trimestre de plus tous les ans. On passerait donc de 41 ans et demi de cotisation à 43 années. C'est en tout cas l'une des pistes qui serait envisagée. Merci Nivine. Sylvain Maillard, pourquoi s'entêter sous cette réforme? Je crois que tout a été dit. D'abord, il y a deux choses très concrètes. C'est deux systèmes de retraite. D'ailleurs, le système à l'heure actuelle qui est en déficit grave du fait principalement évidemment de ce que nous venons de vivre, et donc 30 milliards cette année. Donc, est-ce que nous devons revenir, avant de basculer sur un nouveau système, est-ce que nous devons revenir à l'équilibre? C'était aussi un point d'achoppement avec les syndicats. Donc il y a déjà une première discussion sur le système actuel. Comment fait-on? Est-ce que nous travaillons plus? Comment nous travaillons plus? Est-ce que nous augmentons les cotisations? Il y a plein de choses sur lesquelles nous devons discuter. Et ensuite, il y a un autre système, le système universel, qui nous semble plus juste, un système à points, comme bon nombre de salariés connaissent déjà, sur des retraites complémentaires, système à points qui sera plus juste. Et là aussi, il y a les modalités à discuter avec les partenaires sociaux, mais ne mélangeons pas tout, parce que parfois on a tendance un peu à tout mélanger. Il y a deux séquences. Ramener le système à l'heure actuelle des retraites à l'équilibre ou pas, prenons rapidement ou pas, et un nouveau système plus juste, un système à points. Il nous reste peu de temps. Allez-y, Philippe Vigier. Non, mais deux choses. Bien sûr qu'il faudra réformer le système des retraites, mais pardonnez-moi, l'urgence absolue... C'est l'emploi. C'est l'emploi. Oui. Vous avez vu tous les jours là, le nombre de nouvelles que l'on apprend, où on nous explique qu'il y a des plans sociaux à 5 000, 10 000. Et à chaque fois qu'il y a des boîtes qui se cassent la figure, qu'on perd des emplois, ce sont des cotisations retraite qui tombent. Donc, vraiment, l'urgence absolue, c'est réussir le plan de relance. Revenir, entre guillemets, à un fonctionnement normal du pays, de manière à ce qu'on voit précisément où en est le déficit des retraites. Et bien sûr, il faudra travailler un peu plus longtemps. Les socialistes l'ont fait, tout le monde l'a fait. Non. Arrêtons de raconter des carabistouilles, parce que les gens, ils voient bien qu'au bout d'un moment, ils travaillent plus longtemps. Voté par les socialistes. Et Mme Touraine, c'est Mme Touraine. Oui, mais bon. Moi, je n'ai pas oublié. Comme souvent. Il nous avait expliqué qu'on revenait à la retraite à 60 ans. Donc, si vous voulez, les faux-nés sont tous tombés dans l'histoire. Après, il y a un autre sujet. Et le chômage des jeunes. Après les petites retraites, parce que si on touche à rien, et c'est pour ça qu'il faut faire on a voté l'agriculture. Eh bien, oui, on a voté la semaine dernière pour les paysans, c'était compliqué. Oui, c'était un groupe. 85% du SMIC. Oui, mais c'est nous qui l'avons porté avec les communistes. Mais il était grand temps qu'on s'en occupe. Oui, Marie-Noëlle Lienemann et ensuite Julien Audoul. Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas un coup politicard des libéraux pour aller nous expliquer qu'il faut les retraites. Le déficit, c'est 1,5 du PIB. Alors qu'on a 100% de dette du PIB. Donc c'est des cacahuètes par rapport au grand déficit. 30 milliards, la vraie question, il n'y a plus de limite, quoi qu'il en coûte. La vraie question aujourd'hui, c'est la relance du pays. Son redressement industriel, l'emploi, sa capacité à produire des richesses et à engager les mutations d'avenir. Après, on aura des désaccords politiques sur la manière de financer notre protection sociale. Mais là, le Premier ministre dit « je veux rassembler », etc. Il fracture plein pot. Tous les syndicats. Tous les syndicats sont contre. Oui, mais oui, la CFE-CGC, tout le monde est contre. Et ils nous refont la même moulinette. On va discuter, alors d'un côté du déficit, de l'autre du système à points, etc. Ça va aller dans l'impasse. La réalité, c'est qu'il faut se mobiliser pour créer des emplois, redresser, relocaliser, soutenir les activités. Et pour soutenir les activités, il faut la confiance, il faut du pouvoir d'achat, il faut de l'investissement public et il faut un dialogue social, notamment par rapport au chômage. Parce que là, pour l'instant, le système de chômage, il va faire plein de pauvres et ça va être terrible. Il nous reste peu de temps, Julien Audoul. Tout cela confirme que Jean Castex a été nommé Premier ministre, non pas pour dessiner un nouveau chemin, mais pour imposer au forceps donc des réformes dont ne veulent pas les Français.
Les Français ont tranché ce débat de la réforme des retraites. On en a discuté pendant des mois et des mois. Ils ont bien analysé, ils ont bien compris qu'elle était pénalisante à tous les niveaux, qu'elle était injuste socialement. Ils n'en veulent pas. Et le président de la République, avec 3 mois de crise, alors qu'on va certainement avoir des centaines de millions de chômeurs, de milliers de chômeurs ces prochaines semaines, ces prochains mois, en fait, il nous recycle et il veut imposer à tout prix son agenda ultralibéral qui est rejeté. Je trouve ça l'ultralibéralisme en France, honnêtement. Vous nous le dites à chaque fois. Non mais vous même dans je trouve ça politiquement dangereux et je trouve ça socialement minable. On a socialisé on en la reparlera. moitié des emplois en France il y a quelques On en reparlera, c'est l'heure du grand journal de 23h. On en reparlera des retraites. Premier niveau de dépenses publiques. Le grand journal de 23h, on peut lancer le générique.